Et là aussi, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, chers candidats, ne limitez pas vos défis, mais il faut essayer de défier vos limites. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez la capacité, si vous voulez, de surmonter toutes les limites. Parce que vous avez devant vous d'excellents professeurs. Moi, je les connais très bien. Parce que cela fait environ, peut-être plus d'une quinzaine d'années que j'ai connu Babou. Et Faye, qui le connaît, sait très bien qu'en réalité, il maîtrise, si vous voulez, ce qu'il fait. Et là, c'est l'essentiel. Maintenant, par rapport à cette partie, pour aller vite, le premier chapitre, c'est la balance des paiements. Et là, pour ne pas, par exemple, perdre du temps, je vais aller tout simplement à l'essentiel. Tout ce qui est calcul, etc., on passe. Maintenant, les différents types de sujets que l'on peut avoir concernant la balance des paiements. Le premier sujet, ça peut porter sur la dévaluation. La dévaluation permet-elle de résorber le déficit de la balance commerciale du Sénégal ou bien des PED? Point d'interrogation. Maintenant là, c'est un sujet en réalité où il y a deux termes techniques. Il y a la dévaluation et à la balance commerciale. Maintenant, on va y revenir peut-être avec Babou au niveau de l'argumentation pour montrer comment on doit amener le sujet, comment on doit poser le sujet, etc. Maintenant, par rapport à ce sujet, pour le traiter, on met grand E d'évaluation comme moyen de rééquilibrage, si vous voulez, de la balance commerciale. Parce que quand il y a dévaluation, on a constaté que les prix des exportations ont tendance à diminuer et cela rend nos exportations plus compétitives sur le marché international. Maintenant, un pays comme la France, qui utilisait chaque année, supposons 2 milliards avant la dévaluation pour acheter 50 tonnes d'arachide venant du Sénégal et 50 tonnes de coton venant du Sénégal, si la France utilise ce même montant, il peut acheter maintenant 100 tonnes d'arachide venant du Sénégal et 100 tonnes de coton venant du Sénégal. Mais l'objectif visé, ce n'est pas la France. Ce sont les États-Unis, la Chine, etc., qui n'achetaient pas des produits venant du Sénégal. Eux, ils peuvent dire simplement que les produits sénégalais coûtent moins cher sur le marché international, donc ils ont tendance à acheter des produits venant du Sénégal. Donc, première, si vous voulez, conséquence, la dévaluation permet d'augmenter les exportations. Et en même temps, les produits étrangers, pour faire allusion aux importations, sont libellés en monnaie étrangère. La monnaie étrangère a augmenté de valeur par rapport à la monnaie nationale. Donc les produits étrangers coûtent plus cher. Et si les produits étrangers coûtent plus cher, la population a tendance, si vous voulez, à diminuer ses importations. Donc, premier avantage, il y aura une augmentation des exportations, une diminution des importations. Et d'ailleurs, vous l'avez récapitulé à travers la courbe en J, etc. en classe. Après cela, quand on dévalue, du fait que les produits étrangers coûtent plus cher que les produits locaux, la population consomme local. Donc, il y aura le développement du consommé local. Quand il y a développement du consommé local, les agriculteurs ne vont pas rester les bras croisés, ni les industriels. Ils seront obligés d'accroître leurs investissements pour faire face à la demande. Dans ce cas, il y aura une relance de l'activité économique. Il y aura une augmentation de la production, il y aura une création d'emplois. Et en plus, quand on dévalue, la destination du pays devient moins chère. La preuve, si vous prenez la dévaluation du franc CFA, avant 1994, un touriste qui se débarquait au Sénégal pourrait par exemple dépenser 25 000 francs français par jour. Maintenant, du fait que le franc français a augmenté de valeur, au lieu que le touriste dépasse 25 000, il va dépenser uniquement 10 000 francs français. Autrement dit, cela peut allonger le séjour d'un touriste, cela rime avec le développement du secteur touristique. Et tout ce que recherche un touriste, c'est un souvenir. Avant de partir, il va acheter un produit artisanal. Quand il y a le développement du secteur touristique, il y aura le développement du secteur artisanal. Donc la dévaluation, en réalité, permet bel et bien de rééquilibrer la balance commerciale ou bien la balance des paiements d'un pays. Et la deuxième partie, la dévaluation, si vous voulez, ou bien les limites de la dévaluation pour le rééquilibrage de la balance commerciale ou bien de la balance des paiements. Pourquoi la dévaluation ne parvient pas à rééquilibrer la balance commerciale? Parce qu'en réalité, quand la population consomme local à la suite d'une dévaluation, les agriculteurs et les industriels
tout à l'heure, vont augmenter leurs investissements. Vous êtes des comptables. Quand il y a augmentation de l'investissement, il y aura une augmentation des coûts de production. Cela va se refléter sur le prix de vente au niveau du marché intérieur. C'est la raison pour laquelle ça rime avec inflation. Autrement dit, entraînant la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Et quand il y a une baisse du pouvoir d'achat, il y aura une baisse de leur capacité d'épargne et de leur capacité d'investissement. Et dans ce cas, les syndicalistes, surtout les enseignants, vont organiser, si vous voulez, des grèves pour réclamer une hausse de salaire. C'est la raison pour laquelle ça rime avec des tensions sociales. Et enfin, en dévaluant, l'autre conséquence, si vous voulez, néfaste, ça rime avec une augmentation de la dette, parce que la parité de change a tendance à diminuer. Donc, le premier sujet peut porter sur la dévaluation. Et le plus souvent, parmi les termes qu'on vous demande de définir dévaluation, quelle est la différence entre dévaluation et dépréciation, c'est quoi le taux de change, c'est quoi peut-être le change, c'est quoi la compétitivité, si vous voulez, prix, compétitivité hors prix, qu'on appelle compétitivité structurelle, et c'est quoi par exemple, si vous voulez, le marché des changes, etc. D'une manière générale, pratiquement, ce sont les définitions qui peuvent revenir au niveau de cette première partie. Et si ça porte sur la dévaluation, pour ouvrir le sujet, au lieu de faire appel à la dévaluation, on va appeler à la réglementation commerciale, plus particulièrement le consommé local, comme solution, si vous voulez, pour rééquilibrer la balance commerciale d'un pays. Ou bien, on peut avoir un deuxième sujet portant sur le consommé local. Le consommé local favorise-t-il le rééquilibrage de la balance commerciale du Sénégal? Pratiquement, oui. Parce que quand on développe le consommé local, il y aura une relance de l'activité économique, il y aura une création d'emplois. Quand on développe le consommé local, il peut y avoir une augmentation de recettes fiscales, etc. Et non, parce que quand on développe le consommé local, pareil comme la dévaluation, il peut y avoir inflation, baisse du pouvoir d'achat, baisse de capacité d'épargne, il peut y avoir aussi des tensions sociales, etc. C'est la raison pour laquelle, pratiquement, il présente les mêmes avantages, si vous voulez, les mêmes inconvénients. Et si vous prenez par exemple le deuxième chapitre, échanges internationaux et mondialisation de l'économie. Là aussi, pratiquement, il ne peut y avoir que deux sujets. Maintenant, pour le premier, il peut y avoir plusieurs formulations. Si le sujet peut porter sur le libre-échange. On vous dit le libre-échange favorise-t-il la croissance économique ou bien le développement des pays africains ou bien des PED? Dans ce cas, on peut dire oui. Parce qu'avec le libre-échange, il y aura la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. Le marché devient de plus en plus vaste. Un pays comme le Sénégal peut produire pour les besoins de sa population, mais aussi pour exporter le reste. Dans ce cas, il peut y avoir une augmentation de la production, mais aussi une réalisation d'économies d'échelle. Pourquoi? Quand le libre-échange peut favoriser la croissance, parce que quand il y a libre-échange, il y aura forcément concurrence. Et quand il y a concurrence, les entreprises seront obligées d'innover, ou bien de créer de nouveaux procédés de production. Autrement dit, mettre sur pied des investissements, si vous voulez, de productivité. Et cela entraîne la mise sur pied de produits très compétitifs, si vous voulez, sur le marché international. Donc le libre-échange rime avec une augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs. Et quand il y a une augmentation du pouvoir d'achat, il y aura une augmentation des capacités d'épargne et des capacités d'investissement, si vous voulez, des ménages. C'est la raison pour laquelle le libre-échange peut bel et bien favoriser la croissance économique d'un pays. Non, parce qu'avec le libre-échange, il y a certains pays qui en bénéficient au détriment d'autres. Autrement dit, cela rime avec une concurrence déloyale. Et quand il y a une concurrence déloyale, les entreprises des PED vont tomber en faillite. Et cela entraîne le développement du chômage. Non, parce qu'avec le libre-échange, il peut y avoir une aggravation de la pauvreté. Il peut y avoir la marginalisation, si vous voulez, des pays pauvres. C'est la raison pour laquelle le libre-échange ne favorise pas la croissance économique d'un pays. Maintenant, le deuxième sujet, qui suscite, si vous voulez, les mêmes arguments que le libre-échange. Si on vous dit, la mondialisation favorise-t-elle la croissance économique ou bien le développement des pays africains? Là, pratiquement, c'est uniquement le libellé, le grand 1 et le grand 2 qui changent, mais ce sont les mêmes arguments que l'on doit développer. Mondialisation favorable aux pays africains. Pourquoi? Parce qu'il y aura élargissement du marché, réalisation d'économies d'échelle, attraction des idées, augmentation du pouvoir d'achat, etc. Autrement, ce sont les mêmes avantages que le libre-échange. Non, parce que la mondialisation rime avec une concurrence déloyale, une faillite des entreprises, par exemple des PED, une marginalisation, si vous voulez, de ces pays. Pratiquement, ce sont les mêmes arguments que le libre-échange.
parce que le libre-échange c'est une caractéristique de la mondialisation. Ou bien, si on vous dit l'ouverture internationale favorise-t-elle la croissance ou bien le développement d'un pays? Là aussi, si un pays s'ouvre au commerce international, le marché devient de plus en plus vaste. Facilement, il peut y avoir attraction des idées. Facilement, il peut y avoir réalisation d'économies d'échelle. Facilement, il peut y avoir augmentation du pouvoir d'achat. Autrement dit, ce sont les mêmes avantages, les mêmes inconvénients que le libre-échange. Donc, si le sujet porte sur le libre-échange, ou bien sur la mondialisation, ou bien sur l'ouverture internationale, ou bien l'insertion d'un pays au commerce mondial, pratiquement ce sont les mêmes arguments au niveau de la thèse, les mêmes arguments au niveau de l'antithèse. Et le dernier sujet qui peut sortir par rapport à cette partie, ça peut porter sur le protectionnisme. Le protectionnisme favorise-t-il la croissance économique des PED? Là, on peut dire oui. Le protectionnisme favorise la croissance, il est comme facteur de croissance économique. Pourquoi? Parce que, comme le disait Frédéric Lys, à court terme, il permet de protéger les entreprises naissantes ou bien en difficulté de la concurrence étrangère. À moyen et long terme, avec le protectionnisme, il peut y avoir le développement du consommé local. Il peut y avoir une relance de l'activité économique. Avec le protectionnisme, si vous voulez, tarifaire, l'État peut renforcer ses caisses et pouvoir, par exemple, moderniser les secteurs en difficulté. Oui, parce qu'avec le protectionnisme tarifaire, les investisseurs étrangers, au lieu de rester dans leur pays d'origine, produire, ensuite venir payer des droits de douane, ils vont contourner ces droits de douane et implanter leur firme. Donc ça rime avec une attraction des investissements directs étrangers. Non, parce qu'avec le protectionnisme, il y aura absence de concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence, il n'y aura pas d'innovation. Autrement dit, cela rend nos entreprises moins compétitives, de même que aussi nos produits moins compétitifs. Et non, parce qu'avec le protectionnisme, on a constaté qu'il peut y avoir même des tensions sociales. Non, parce que simplement, avec le protectionnisme, il y aura par exemple baisse de la capacité d'épargne, mais aussi baisse de capacité, si vous voulez, d'investissement des entreprises. C'est la raison pour laquelle, si le sujet porte sur le protectionnisme, pour ouvrir le sujet, on peut faire appel au libre-échange. Et si le sujet porte sur le libre-échange, on peut faire appel, si vous voulez, au protectionnisme. Et d'une manière générale, par rapport à cette deuxième partie, ce sont les différents types, si vous voulez, de thèmes ou bien de sujets que vous pouvez avoir. Et je vous remercie. Merci. Donc, c'est pas facile de parler après le brillant professeur M. Gueye. Je pense qu'il a fait vraiment une belle prestation. Il a ratissé large en prenant en compte toutes les parties de la branche des paiements jusqu'au protectionnisme. Et il a bien dit. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans sa présentation, c'est le fait de préciser qu'effectivement, le libre-échange, la mondialisation, l'ouverture, l'insertion, toutes ces formulations-là, ou bien toutes ces expressions auront les mêmes conséquences. Et ça, c'est très important. Parce que rares sont les sujets au bac où on dit le libre-échange. Généralement, les sujets, comme il l'a dit tout à l'heure, utilisent des termes synonymes au libre-échange. Donc, comme il l'a dit, et je confirme et j'insiste sur le fait que si vous avez ce genre de sujet, dites-vous que vous devez parler effectivement des avantages du libre-échange et des inconvénients du libre-échange. Mais attention, il a bien précisé, il faut utiliser le terme du sujet. C'est-à-dire, il a dit qu'il faut changer le libellé. C'est-à-dire, si le sujet dit mondialisation, dites mondialisation. Si le sujet dit ouverture, dites ouverture, mais vous aurez à prendre les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que le libre-échange. On est d'accord? Et pour le protectionnisme aussi, je pense qu'il a ratissé large et il faudrait vraiment que nos élèves puissent être prêts. Sachez que les avantages du libre-échange reviennent comme des inconvénients dans le protectionnisme et les inconvénients du protectionnisme reviennent comme des avantages du libre-échange. Un exemple très simple, lorsqu'on applique le libre-échange, les prix diminuent parce qu'on supprime les taxes. Donc ça, c'est un avantage. Malheureusement, donc, ça va être un inconvénient pour le protectionnisme parce que lorsqu'on met en place le protectionnisme, on va mettre des taxes et ça va augmenter les prix et là, on aura une inflation qui va se traduire par une perte de pouvoir d'achat des populations. Bon, à part ces remarques-là, je pense qu'il a bien expliqué. Et vraiment, je vais donner la parole à M. Babou et ensuite vous aurez la possibilité de poser des questions. Merci beaucoup. Merci, M. Faye. Merci. Merci, éminent professeur. Ce que je vais dire par rapport à cette partie-là, c'est de commencer par ceci. Et vous le connaissez très bien, on le dit souvent en classe, on dit souvent aucun pays ne peut vivre en autarcie.
économie en autarcie est une économie qui n'entretient pas de relation avec l'extérieur. On dit économie en autarcie. Maintenant, si aujourd'hui l'adage en économie dit qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie, c'est parce qu'il nous précise qu'on est dans un monde mondialisé. Qu'il nous précise qu'on ne peut pas ne pas être en relation avec le reste du monde. Adam Smith disait, pour ne pas le citer, vous le connaissez très bien, le père fondateur du courant libéral, disait, je cite, le maxime de tout chef d'État est de ne jamais faire chez soi la chose qui coûtera moins à acheter qu'à faire. Je répète, le maxime de tout chef d'État est de ne jamais faire chez soi la chose qui coûtera moins à acheter qu'à faire. Ça, c'est de la rationalité économique. Ça signifie tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Parce que si de façon rationnelle, le pays doit produire au niveau interne et soit là sur des considérations de développement endogène et produire à un coût élevé, on lui conseillerait d'avoir des relations avec l'extérieur et d'importer le bien à un coût moins élevé. C'est ça qu'il dit en parlant de maxime de tout chef d'État et de ne jamais faire chez soi la chose qui coûtera moins à acheter à faire. Dès l'instant que cette affirmation est comprise, ça nous donne aisément, en tout cas, la compréhension sur le principe de la mondialisation d'aujourd'hui. C'est quoi la mondialisation? De façon très belle, c'est l'internationalisation des échanges. McLuhan disait, nous serons dans un monde, dans un village planétaire. Il n'y a pas de frontières entre les pays. Le monde va devenir un seul pays. C'est ça qu'on appelle la mondialisation. Mais comme il vient de le dire, il faudrait que nos élèves puissent ne pas fatiguer leurs esprits. Ne pas fatiguer leurs esprits, c'est quoi? On dit souvent, il est plus intéressant d'avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. C'est quoi une tête bien faite? L'économie est un domaine très vaste. Mais s'il y a plusieurs notions à comprendre, forcément, si les notions ont des dénominateurs communs, il faut aller se rabattre à ces dénominateurs communs-là. Qui dit mondialisation dit libre-échange. Qui dit libre-échange dit commerce international. Qui dit commerce international dit intégration économique ou bien intégration mondiale. Qui dit intégration économique dit désengagement de l'État. Donc l'État n'a pas un rôle à jouer par rapport au fonctionnement de l'économie. C'est ce que vous appelez depuis la seconde État gendarme, État-providence. Parce que le principe de l'État gendarme, c'est quoi? C'est une économie dans laquelle l'État n'intervient pas. Donc on est toujours dans le libre-échange. Donc les mêmes avantages du libre-échange sont les mêmes avantages de l'intégration, sont les mêmes avantages du commerce international, du commerce extérieur, de la mondialisation, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, on fait allusion à la globalisation. Parce que le terme mondialisation vient du terme anglo-saxon globalization. Donc le terme a été plus tard francisé. Aujourd'hui, on parle de mondialisation. Mais dans cette mondialisation, il y a ce qu'on appelle une globalisation financière, qui fait allusion à l'aspect financier de la mondialisation, qui se caractérise par ce qu'on appelle la règle des 3D. Des intermédiations, des cloisonnements, des réglementations. Mais quand on parle de déréglementation, on fait allusion à l'absence de règles dans le marché et on donne raison ou bien à la primauté du bon fonctionnement de la loi de l'offre et de la demande. Donc là-bas, l'État n'intervient pas, on est dans un système purement libéral. Donc comme il l'a si bien dit, les sujets porteront uniquement sur est-ce que le libre-échange serait favorable à la croissance ou au développement. Est-ce que l'intégration économique serait favorable à la croissance ou au développement? Est-ce que les échanges extérieurs seront favorables à la croissance et au développement? Et là, il faut essayer d'invoquer vos cours et d'avoir 3 idées ou 4 idées fortes pour faire votre argumentation au niveau de la première partie et d'avoir cet esprit critique-là en disant attention, cependant, le libre-échange peut être défavorable à la croissance économique. La mondialisation peut être défavorable à la croissance économique. L'intégration économique peut être défavorable à la croissance économique. Surtout que, quand on vous posera cette question, forcément, on fera cette précision-là, la croissance économique des pays en développement. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes au Sénégal, le bac se déroulera au Sénégal, le Sénégal est un pays en développement, tout thème va être rattaché au développement de ce pays en développement-là.
Donc, est-ce que le libre-échange est favorable au développement? Il y a certainement des avantages par rapport à la spécialisation. Il y a certainement des avantages par rapport à la réalisation des économies d'échelle. Il y a certainement des avantages par rapport au développement des échanges. Il y a certainement des avantages par rapport à la coopération. Il y a certainement des avantages par rapport au partenariat. Il y a certainement des avantages par rapport à l'arrivée massive des investissements directs étrangers. Il y a forcément des avantages par rapport à la baisse du chômage. Parce que qui dit investissement, dit embauche, dit baisse du chômage, etc. Parce qu'en économie, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des effets d'entraînement. Autrement dit, un phénomène va entraîner exclusivement un autre phénomène. En économie, de façon très, en tout cas, simple, les phénomènes ne jouent pas de façon isolée. Un phénomène va toujours entraîner un autre. Et que dans la dissertation, il faudrait qu'on sente cette capacité de l'élève-là à conduire, à expliquer ces événements-là qui se succèdent un par un. Donc, au niveau, en tout cas, de cette partie, il faut partir, je le répète, du principe selon lequel on est dans un monde mondialisé. Les pays ne peuvent pas s'autosuffire. Ils vont forcément avoir des relations avec les autres pays. Ces relations font qu'il y a le principe de l'internationalisation des échanges. Et ce principe de l'internationalisation des échanges va générer certainement un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'inconvénients que vous avez dans votre cours. Donc, sans plus tarder, nous pouvons donner la parole, en tout cas, aux élèves pour des interventions ou en tout cas des questions. Malheureusement, je n'ai pas encore vu d'intervention, hein, parce que les élèves doivent nous tranquilliser, quoi. Moi, j'aimerais avoir un élève qui prend la parole pendant 10 minutes et qui explique ce que nous sommes en train de faire, pour nous rassurer, nous, en tant que professeurs. Mais quand vous venez vous poser des questions comme ça, bon, c'est bien, on est là pour ça, mais montrez-nous que vous avez, en tout cas quelque chose en tête, quoi. Entre. Ok. L'harmonisation des politiques fiscales peut-elle contribuer à l'intégration économique? Ok, bon, oui. Bon, il y a un certain nombre de questions. Il y a une dernière question. Qui nous sont soumises, hein? Oui. Oui, on va revenir sur ça, oui. Oui. Donc, bon, on commence par là. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'une économie en autarcie est une économie qui est isolée, qui n'entretient pas de relation avec l'extérieur. En quelque sorte, on peut dire que c'est une économie qui est indépendante. Parce qu'une économie en autarcie, c'est lorsque l'économie n'entretient pas de relation avec l'extérieur. Donc cette économie-là ne dépend pas de l'extérieur. Donc on peut dire en réalité que c'est une économie qui est indépendante, en tout cas de l'extérieur. Bon, par rapport à ces différentes questions, on va essayer en tout cas d'éclaircir un certain nombre de questions, le temps de laisser aux autres en tout cas compléter. Il y a quelqu'un qui d'abord a demandé la différence entre le libéralisme et le protectionnisme. Le libéralisme et le protectionnisme sont tellement différents qu'on dit que c'est deux termes qui sont antagonistes. L'un est totalement le contraire de l'autre. Le libéralisme, c'est une doctrine. Attention, je dis souvent à mes élèves, les ismes là, ce sont des doctrines. Isme, capitalisme, keynésianisme, socialisme. Quand on vous donne ces mots-là à définir, il faut commencer la phrase par c'est une doctrine. C'est un courant dans lequel on assure la promotion du libre-échange. Si on parle de libéralisme, c'est une doctrine dans laquelle les agents économiques prônent le libre-échange ou bien prônent la libre circulation des biens. Si on dit libre-échange, on peut dire que c'est un commerce sans entrave. Donc le libéralisme, ce qui le différencie avec le protectionnisme, c'est que l'un est totalement le contraire de l'autre. Le libéralisme est en phase avec la mondialisation, c'est le libre-échange. C'est le commerce sans entrave. Les pays vont échanger entre eux sans pour autant qu'il y ait droit de douane. Donc comme son nom l'indique, c'est libre-échange. C'est que les pays vont avoir des relations commerciales, des échanges entre eux sans pour autant qu'il y ait des droits de douane. Ou bien quand il y aurait des droits de douane, en tout cas, ils seraient faibles. Alors que le protectionnisme, c'est le fait de protéger l'économie nationale de la concurrence étrangère. Le protectionnisme est une doctrine qui consiste à protéger une économie nationale
de la concurrence étrangère. Mais quand on parle de protection de la concurrence étrangère, là, le pays doit être totalement en autarcie ou indépendant, donc il n'a pas de relation avec l'extérieur. Donc, ce sont des concepts qui sont totalement contraires. Quelqu'un parlait de barrières tarifaires et non tarifaires. On lui a dit, on va laisser cette question-là à cette partie-là, parce que cette question-là est, en tout cas, réservée à cette partie-là. Barrières tarifaires, barrières non tarifaires. C'est la même chose que barrière douanière. Barrière tarifaire, c'est la même chose que barrière douanière. Barrière tarifaire, barrière douanière. Barrière non douanière, barrière non tarifaire. Parce que quand on dit tarifaire ou douanière, on fait allusion aux droits de douane. Ça veut dire qu'on protège l'économie à partir des droits de douane. Quand le Sénégal est une économie faible, en tout cas, qui veut protéger, en tout cas, son économie, il peut augmenter les droits de douane pour décourager les investisseurs étrangers. Parce que ceux qui amènent les marchandises au niveau national payent des taxes douanières. Mais quand vous élevez les taxes douanières, toutes choses étant égales par ailleurs, par pure rationalité, l'opérateur économique peut décourager par rapport au paiement de taxes. Il peut décider d'abandonner en tout cas l'activité. C'est la raison pour laquelle on dit les barrières tarifaires ou douanières, ce sont des barrières qui sont exclusivement basées sur l'utilisation des droits de douane. Donc c'est une sorte de protection d'une économie nationale en faisant recours aux droits de douane. Maintenant, les barrières non tarifaires, c'est tout autre moyen qu'une économie peut utiliser pour protéger son économie sans pour autant faire recours aux droits de douane. Et là, j'utilise ce prétexte-là pour expliquer celui qui a demandé à expliquer contingentement. Par exemple, un contingentement, c'est une barrière non douanière. C'est une barrière non douanière, autant pour moi. Donc, un contingentement, c'est la limitation volontaire des importations. Ce qui s'est passé juste avant la fête de la Korité, le président, en tout cas Diomaye Faye, et son gouvernement a décidé d'arrêter l'importation d'oignons étrangers pour privilégier la vente au niveau local. Donc ça, c'est une décision du président, du gouvernement. Donc c'est une, en tout cas, limitation volontaire des importations. C'est ça qu'on appelle contingentement, limitation volontaire des importations. Donc c'est une barrière non douanière. Donc une barrière non douanière, je le répète, c'est une façon de protéger, en tout cas, une économie nationale, tout en ne pas utiliser les droits de douane. Il y a le contingentement, il y a les crédits à l'exportation, il y a les normes sanitaires, etc., etc. Il y a les quotas, les systèmes de quotas. Donc tous ces moyens-là, une économie peut les utiliser pour protéger l'économie nationale sans pour autant qu'il fasse recours, en tout cas, aux droits de douane. Monsieur Gueye, vous allez réexpliquer davantage ce que c'est que la dévaluation. Parce qu'il demande à réexpliquer davantage ce que c'est que la dévaluation. Mais je lui dis deux choses. Pour comprendre la dévaluation, il faut se poser juste deux questions. Pourquoi la dévaluation? Quelles sont les conditions de réussite de la dévaluation? Il va en revenir. Harmonisation des politiques fiscales peut-elle contribuer à l'intégration économique? Oui, parce que l'intégration économique, d'ailleurs, suppose l'harmonisation des politiques fiscales. Je vous renvoie à votre cours. Selon Banlé Balassan, l'économiste hongrois là, il a demandé théoriquement à ce qu'on fasse l'intégration à partir de 5 étapes. Mais la dernière étape consiste à aller vers l'union économique et monétaire. Donc l'union douanière consiste à mettre en place un tarif extérieur commun. On est dans le cadre de l'harmonisation des politiques fiscales. Parce que qui dit intégration dit union. Qui dit intégration économique? Si on rattache l'intégration économique au contexte africain, on va parler d'intégration économique africaine. Donc on voudrait que les pays africains puissent aller vers l'harmonisation des politiques fiscales. C'est la raison pour laquelle au niveau de l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle les critères de convergence de l'UEMOA. Il y a les critères de premier rang, il y a les critères de second rang. Parmi ces critères-là, on demande à ce que les pays de l'UEMOA puissent appliquer un même tarif douanier qu'on appelle le tarif extérieur commun. Donc l'idée d'harmonisation des politiques fiscales est au cœur de l'intégration économique. Parce que c'est même une caractéristique de l'intégration économique. Il y a ce qu'on appelle le dualisme. Je dis souvent aussi à mes élèves, l'économie, ce n'est pas du chinois. Ce n'est pas arabe, ce n'est pas séré, ce n'est pas peul. L'économie, c'est le français. Quand vous ne connaissez pas les mots, définissez-les tels que vous les entendez. Parce que les définitions-là, dans cette épreuve, il y aura 4 mots à définir. Dans ces 4 mots-là, ce sera forcément 0,5 par mot. Il peut y arriver que l'élève, pour la première fois, vient de voir le mot-là. Mais il peut essayer de définir à sa façon et en fin de compte, il va avoir le point. Dans le dualisme, il y a
duo. Duo, c'est deux. Donc il y a le dualisme économique et le dualisme social. Le dualisme économique, c'est quoi? C'est la coexistence de deux secteurs dans une économie. Comme dans nos économies là, il y a le secteur formel qui coexiste en même temps avec le secteur informel. Le secteur moderne qui coexiste en même temps avec le secteur traditionnel. C'est ça qu'on appelle le dualisme économique. Mais il y a le dualisme social. Le dualisme social, c'est lorsqu'il y a la coexistence des riches et des pauvres dans une économie. C'est ce que vous appelez communément inégalité sociale. La fiscalité n'est-elle pas un facteur de blocage? Oui, lorsqu'il a dit, j'ai tout de suite dit à mon collègue, c'est trop d'impôts, tue l'impôt. On dit souvent trop d'impôts, tue l'impôt. Parce que les recettes fiscales d'un État sont fortement tributaires aux impôts. En effet, lorsque les impôts augmentent, forcément les recettes fiscales de l'État vont augmenter. Mais à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, les opérateurs économiques ou les investisseurs sont rationnels, sont imbus de rationalité économique. À un moment donné, si l'État fait trop d'impôts, à un moment donné, ceux qui devraient payer, en tout cas les impôts, ne vont plus sentir la nécessité, en tout cas, de continuer leurs activités parce qu'ils ne s'en sortiront pas. Et dès l'instant qu'ils abandonneront l'activité, les recettes fiscales de l'État vont commencer à baisser. C'est ça qu'on appelle trop d'impôts, tue l'impôt. Donc oui, est-ce que la fiscalité n'est-elle pas un facteur de blocage? Oui, c'est mitigé. Parce que j'ai dit, souvent, je disais tantôt, que pour être un bon économiste, il faut avoir un esprit logique et un esprit critique. Dans ces genres de questions-là, on ne doit pas avoir une seule idée. Oui, la fiscalité peut être un facteur de blocage. Parce que si on va croire au concept, au principe du trop d'impôt tue l'impôt. Parce que si à un moment donné, les entreprises risquent de tomber en faillite et qu'il y aurait chômage, donc la fiscalité pourrait être facteur de blocage. Mais sans la fiscalité, un État ne peut pas se développer. C'est la raison pour laquelle ce sujet-là, cette question-là qui est soumise, c'est une question d'argumentation, à laquelle, en tout cas, on peut dire oui et développer, et dire non également et développer. Par rapport, bon, à la dernière question, c'est régime de sens fixe et régime de sens flexible, hein, parce que tout à l'heure, il parlait de dévaluation. La dévaluation ne se fait qu'à partir d'un régime de sens fixe. C'est quoi un régime de sens fixe? Un régime de sens fixe, c'est un régime dans lequel c'est l'État qui décide de la parité de la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. Alors qu'un régime de sens flottant ou flexible, c'est un régime dans lequel c'est le marché qui va dicter cette relation entre la monnaie nationale et la monnaie étrangère. C'est la raison pour laquelle certains disent que la dévaluation est la constatation juridique de la dépréciation. La dépréciation et l'appréciation ne se fait qu'à partir du marché, parce que là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais si les conditions du marché sont telles que la monnaie commence à perdre une partie de sa valeur, on va demander à l'autorité publique de venir constater ça. Cette constatation, c'est ça qu'on appelle la dévaluation. Donc le régime de sens fixe, c'est l'État qui décide de la parité de la monnaie, alors que le régime de sens flexible, c'est le marché qui décide de la parité de la monnaie, conformément à la loi de l'offre et de la demande. Pratiquement, il a déjà répondu à toutes les questions. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure, parfois, il peut y avoir, par exemple, un terme nouveau à définir. Il fut une année, le sujet portait sur la dévaluation. Il y avait le premier terme à définir, on disait définir ajustement cambiaire. Cambiaire. Et du fait que c'est un terme nouveau et que le sujet porte sur la dévaluation, on ne peut pas sortir de ce cadre. On souhaiterait simplement vous demander de définir l'ajustement monétaire. C'est la raison pour laquelle, parfois, il faut savoir, si vous voulez, il faut être un peu surréaliste. Et tout à l'heure, en parlant des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires, si on vous demande la définition, la différence entre les deux, les barrières tarifaires sont des mesures protectionnistes qui agissent sur les prix des produits importés en les faisant augmenter. Par exemple, les droits de douane. Alors que les barrières non tarifaires sont des mesures protectionnistes qui agissent sur les quantités. Exemple, les quotas ou bien le contingentement. Et
L'autre disait, est-ce que tu peux revenir sur l'explication de la dévaluation? Vous prenez l'exemple du Sénégal, en 1994. Avant, si vous avez 1 franc français, vous obtenez 50 francs CFA. Le franc français, c'était la monnaie de la France, avant l'euro. Maintenant, à partir du 12 janvier 1994, 1 franc français devient 100 francs CFA. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Le franc français a augmenté de valeur par rapport au franc CFA, mais le franc CFA a perdu de valeur. Mais c'est cette perte de valeur qu'on appelle dévaluation. Donc la dévaluation, c'est la baisse officielle de la valeur d'une monnaie nationale par rapport à une monnaie étrangère, dans un régime de change fixe. Maintenant, pourquoi on nous avait demandé de dévaluer le franc CFA? Si vous lisez les mémoires d'Abdou Diouf, l'ancien président, lui-même il disait que quand le directeur du FMI l'appelait pour lui parler de la dévaluation, au début, c'était avec un ton un peu courtois. Mais par la suite, quand j'avais refusé catégoriquement, le directeur du FMI lui disait que si vous refusez de dévaluer, on va fermer les robinets et à la fin du mois, vous ne pouvez plus payer vos salaires. Youf disait que j'avais le dos au mur. Pourquoi? Parce que j'étais obligé, si vous voulez, d'accepter la dévaluation du franc CFA. Alors que sur le plan social, dévaluer une monnaie est synonyme, par exemple, de rabaisser un drapeau. C'est la raison pour laquelle il était le dernier chef d'État au sein de l'UEMOA à accepter la dévaluation du franc CFA. Mais il y avait des objectifs visés. Parce que le FMI disait que, de même que la France, durant cette période, il y avait un déficit chronique de notre balance commerciale. Durant cette période, le Sénégal s'endettait, non pas pour investir, mais pour consommer. Durant cette période, le Sénégal était en cessation de paiement. Maintenant, le FMI, de même que la France, disait aux pays de l'UEMOA de diminuer la valeur de votre monnaie pour rendre vos produits beaucoup plus compétitifs. C'est la raison pour laquelle, quand on dévalue, les exportations du pays qui dévaluent sont libellées en monnaie nationale. La monnaie nationale a perdu de valeur. Donc les exportations vont coûter moins cher sur le marché international. Si les exportations coûtent moins cher, la plupart des pays qui n'achetaient pas des produits venant de ces pays, du pays qui dévalue, vont acheter davantage de produits. Et là, qu'est-ce que vous constatez? À la longue, il peut y avoir une augmentation des exportations. Et en même temps, quand on dévalue, cela montre que la monnaie étrangère a augmenté de valeur par rapport à la monnaie nationale. Les importations sont libellées en monnaie étrangère. Donc les importations vont coûter plus cher. C'est la raison pour laquelle, quand on dévalue, pour le pays qui dévalue, les importations ont tendance à diminuer. Augmentation des exportations, diminution des importations, on appelle un rééquilibrage de la balance commerciale. Mais là, ce n'est pas automatique. La manière dont vous l'avez fait avec la courbe en J, au début, si on veut représenter la balance commerciale en fonction du temps, au début, il y a toujours un déficit. Si on continue à une période T1, les exportations commencent à augmenter, les importations diminuent, mais il y a toujours un déficit. Arrivé à une période T2, il y aura égalité entre exportation et importation. Et si on continue, à la longue, les exportations vont augmenter beaucoup plus vite que les importations. Et l'allure, si vous voulez, c'est la forme d'un J, c'est pourquoi on parle d'une courbe en J. Maintenant, à part, si vous voulez, cet avantage, il y a d'autres avantages. Parce que si un pays dévalue, quand les importations coûtent plus cher que les produits locaux, la population s'oriente vers les produits locaux. Autrement dit, il y aura le développement du consommé local. Et je disais tout à l'heure, quand il y a développement du consommé local, nos agriculteurs et nos industriels ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont augmenter leurs investissements pour faire face à la demande. Cela rime avec une relance de l'activité économique, une augmentation, si vous voulez, de la production. Et qui part de production, parle là, si vous voulez, d'une création d'emplois. Donc la dévaluation peut rimer avec une augmentation de la production, avec une création d'emplois. Autre avantage, tout à l'heure, je disais que quand on dévalue, la destination du pays devient moins chère. Et j'avais donné tout à l'heure l'exemple, par exemple, d'un touriste français qui se débarquait au Sénégal avant la dévaluation, qui dépensait 25 000 francs français par jour. Du fait que le franc français a augmenté de valeur, au lieu que le touriste dépense 25 000,
il va dépenser maintenant 10 000 ou bien 15 000. Dans ce cas, un touriste qui se débarque au Sénégal, au lieu de faire 10 jours, maintenant peut faire maintenant 15 jours ou bien 1 mois. Ou bien, il va tout simplement attirer davantage d'autres touristes. Finalement, la dévaluation rime avec le développement du secteur touristique. Et je disais tout à l'heure, tout ce que recherche un touriste, c'est un souvenir. Le plus souvent, avant de partir, il va acheter un produit artisanal. Quand il y a développement du secteur touristique, il y aura le développement du secteur artisanal. Et enfin, supposons que vous avez un compte bancaire en Suisse, avant la dévaluation. Vous avez déposé, par exemple, 10 milliards de francs CFA. Et on vous dit, à partir du 1er janvier 2026, le franc CFA va perdre de valeur. Vous n'allez pas, par exemple, laisser l'argent dans votre compte, sinon l'argent va perdre de valeur. Tu es obligé de retourner l'argent vers ton pays d'origine. Donc ça rime avec le retour des capitaux. Et s'il y a retour des capitaux, il y aura aussi augmentation de l'investissement. Maintenant, parmi les inconvénients, quand on dévalue, si la population consomme local, forcément les prix des produits au niveau du marché intérieur augmentent. Autrement dit, il y aura inflation. Et quand il y a inflation, cela rime avec la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Quand il y a baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs n'auront plus la possibilité d'épargner, n'auront plus la possibilité, si vous voulez, d'investir. Autrement dit, il y aura baisse de leur capacité d'épargne, mais aussi de leur capacité d'investissement. Et enfin, avant la dévaluation, un franc français, c'était 50 francs CFA. Supposons l'État s'endette à hauteur de 2 millions de francs français. Si on convertit la dette en monnaie nationale, on aura 2 millions fois 50. Finalement, c'est 100 millions de francs CFA. Maintenant, après la dévaluation, si un franc français devient 100 francs, la dette du Sénégal devient 2 millions fois 100 francs. Autrement dit, vous aurez 200 millions de francs CFA. C'est la raison pour laquelle ça rime avec une augmentation de la dette. Et si la dette augmente, comme vous l'avez appris en classe, le remboursement portera préjudice à la population parce qu'il y aura forcément des effets dépressifs. Dans ce cas, cela rime avec une aggravation, si vous voulez, de la pauvreté. Donc la dévaluation, en réalité, engendre beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup plus d'inconvénients. Et pour terminer, l'autre l'avait répondu, la différence entre régime de change fixe et régime de change flexible. Dans un régime de change fixe, comme il a dit tout à l'heure, la parité de la monnaie est stable et fixée par les autorités monétaires. Par exemple, si vous prenez le dollar, le franc CFA et l'euro, c'est une parité de change qui est fixe parce que 1 euro, c'est toujours égal à 654,957, si vous voulez, francs CFA. Ça ne varie pas. Peut-être il y a une marge, si vous voulez, de plus 1, de moins 1%. Mais en réalité, c'est une parité qui est fixe. Alors que si vous prenez le dollar, vous vous réveillez le lundi, on vous dit 1 dollar égal à 500 francs. Quelques jours après, on vous dit 1 dollar égal à 400 ou bien 1 dollar égal à 700 francs. Pourquoi? Parce que simplement, là, c'est la valeur du dollar qui diminue au niveau du marché d'échange. Donc, dans un régime de change fixe, la valeur de la monnaie est déterminée de façon stable par les autorités monétaires. Alors que dans un régime de change flexible ou bien flottant, la valeur de la monnaie est déterminée par la loi de l'offre et la loi de la demande. Si une monnaie est demandée, son cours augmente. Si une monnaie n'est pas demandée, son cours, si vous voulez, a baissé. Et tout à l'heure, en faisant la présentation, j'avais omis le chapitre sur l'intégration économique. Et retenez que pour l'intégration, le seul sujet en réalité qui peut sortir, c'est tout simplement, ça peut concerner la deuxième partie et la troisième partie. L'intégration favorise-t-elle la croissance économique ou bien le développement des pays africains? Oui, parce que quand nous parvenons à mettre sur pied l'intégration, le marché africain devient de plus en plus vaste. Dans ce cas, on va développer le commerce intrazone. Dans ce cas, on aura la possibilité d'attirer les investisseurs étrangers. Dans ce cas, on peut réaliser des économies d'échelle. On peut réduire la pauvreté. Il peut y avoir une stabilité ou une solidarité parfaite entre les États. Il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de guerre. Donc l'intégration peut bel et bien favoriser la croissance économique sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Non, parce que l'intégration se heurte à des difficultés. Première difficulté, il y a la médiocrité des infrastructures. Si vous prenez le transport terrestre, pratiquement, il n'y a presque pas de route transnationale. Pour le transport aérien, les tarifs sont inaccessibles. Généralement, ce sont des compagnies étrangères qui l'assurent. C'est la raison pour laquelle pratiquement personne n'a jamais pris l'avion dans cette salle. Et si vous prenez par exemple, si vous prenez aussi, deuxième obstacle, c'est l'extraversion des économies africaines. Malheureusement,
les économies africaines, comme l'a dit tout à l'heure Babou, ce sont des économies qui sont extraverties, qui sont tournées vers l'étranger. Au lieu de favoriser le commerce intra-africain, ils préfèrent échanger avec l'ancienne métropole. Autre obstacle majeur, il y a la diversité monétaire et linguistique. En Afrique, il y a plusieurs monnaies faibles et inconvertibles entre elles, et cela rend difficile les échanges. Et quand il n'y a pas d'échange, il n'y aura pas d'intégration. Autre obstacle, diversité linguistique. En Afrique, il y a plusieurs dialectes. Les gens ne se comprennent pas. Là, ça freine la communication. Et s'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas aussi d'intégration. Et enfin, le dernier, ou bien si vous voulez, la dernière limite, c'est manque de volonté politique de nos dirigeants. On est dans un continent où tout le monde veut diriger. Malheureusement, aucun chef d'État ne veut pas perdre sa souveraineté. Et enfin, l'intégration ne marche pas, c'est à cause de la nature des produits échangés. Généralement en Afrique, on n'échange que des produits, si vous voulez, primaires, non compétitifs, si vous voulez, et qui ne sont pas, par exemple, du tout compétitifs. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne nous reste que cette partie-là que moi-même je vais faire. La plus intéressante d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la plus intéressante. Donc, essayons de terminer en beauté. Pourquoi il a ajouté la plus intéressante? Parce que j'ai l'habitude de dire, les élèves négligent ce qu'ils ne doivent pas négliger. Les élèves négligent ce qu'ils ne doivent pas négliger. Quand je dis ce qu'ils ne doivent pas négliger, c'est une épreuve à 20 points. Le travail préparatoire, c'est 10 points. C'est ce que nous étions en train de faire. Mais la question d'argumentation, c'est 10 points. 10 points, ça représente 50% de l'épreuve. 50% de l'épreuve, et que vous bâclez ça comme ça. Quand on dit question d'argumentation, c'est une dissertation économique. Je le répète, la question d'argumentation est une dissertation économique. Maintenant, la question fondamentale à se poser, comment faire la dissertation économique? C'est ça, hein? Lundi, Inch'Allah, la seule question, c'est comment faire la dissertation économique quand vous serez en salle. Comment faire? Mais si vous ne savez pas comment faire, vous allez mal faire. Vous allez faire hors sujet. Hors sujet, le professeur va vous mettre un et il s'en va. Je dis souvent à mes élèves, il ne faut pas prêter le flanc à un correcteur. Nous sommes des correcteurs, nous sommes des humains. Les élèves ont tendance à justifier leur échec. Je le dis, hein, à justifier leur échec, c'est quoi? Prof bi dañoo l'eau. Quand on entend ces élèves parler de l'eau, ça n'existe nulle part. Prof bi dañoo l'eau, daa jël benn l'eau rek may ko 7 dafa jël benn l'eau may ko 8 man l'eau boobu c'est la bokk. Donc prof bi daal moom corrigé wul quoi, ki jóge Thiès ñëw Limaamu Laay war a corrigé moom mu ñëw di l'eau quoi, corrigé wul. Bàyyi leen seen caaxaan yi li waa ji wax. waa ji si ay caaxaan rek ngeen nekk loolu la wax si ay caaxaan rek ngeen nekk. Donc pour revenir à ce travail là, pour revenir à ce travail là, vous avez 4 heures de temps. Je dis souvent aussi, entre 8 heures et 10 heures, vous devez réserver ce temps là aux questions du travail préparatoire. Entre 10 heures et midi, vous allez faire exclusivement question d'argumentation. Parce que l'examen, c'est déjà une gestion de temps qu'on évalue d'abord. On évalue d'abord la capacité de l'élève à bien gérer son temps. Vous ne pouvez pas être dans le travail préparatoire à traîner jusqu'à 11h30. Vous voulez faire en 30 minutes la question d'argumentation, vous allez mal faire. Même si vous ne ferez pas hors sujet, vous allez mal faire. Et quand vous allez mal faire, on va vous mettre 3 sur 10, vous allez perdre 7 points déjà. Et il ne serait pas évident à avoir dans le travail préparatoire 10 sur 10. Donc le premier conseil, prenez votre montre en témoin. À 10 heures déjà, vous devez terminer votre travail préparatoire et que vous vous concentrez à la question d'argumentation. Maintenant, c'est quoi faire la question d'argumentation? La question va être notée 10 points. Introduction, 1 point. Conclusion, 1 point. Exploitation de documents. Parce qu'on va vous remettre des documents. 2,5 points. Maîtrise du contenu, 2,5 points. Cohérence du plan, 2 points. Expression et présentation, 1 point.
quand je dis expression et présentation, quand je taquine mes élèves, on vous dit, faites en sorte que votre copie soit bien présentée. On vous donne un point. En général, les élèves, des fois, ne le font pas. Ça, c'est généreux. Faites en sorte que votre copie soit bien présentée. Il n'y a pas de rature. Ça soit lisible. Le français simple, limpide, concis. On vous donne un point. Si vous ne faites pas, ça me pose problème. Dans la syntaxe, je dis souvent à mes élèves, évitez de dire dans le contenu en période de croissance, le PIB monte en haut, descend en bas. Ça sera noté. Si vous le dites comme ça, vous allez perdre, en tout cas, l'expression et la présentation. C'est important de le préciser. Maintenant, dans la dissertation, il faut faire une introduction, il faut faire un développement, mais il faut faire une conclusion. Je vous conseillerais, parce qu'il y a quelqu'un, moi je suis issu de la série S2, parce que j'ai eu le bac S2, tout comme je pense M. Faye, tout comme je pense M. Gueye. C'est la rigueur scientifique, hein? Mon professeur de mathématiques me disait, quand on vous donne une épreuve de mathématiques, il y a plusieurs dossiers. Lisez toutes les preuves. C'est ce qu'il nous conseillait. D'un premier vue, quand on vous donne l'épreuve en économie, lisez toutes les preuves. Quand je dis lisez toutes les preuves, ça ne va pas vous prendre 10 minutes. Hein? Parce que les documents, vous allez lire ça en filigrane. Vous allez lire les questions de connaissances, définitions. Vous allez avoir une idée du contenu de l'épreuve au moins. Quand vous venez dans une maison qui est neuve, c'est votre maison, quand vous venez pour visiter, vous allez faire toutes les chambres, quoi, tous les couloirs, etc., salons, etc., pour avoir une idée de la maison. Donc il faut vraiment avoir une idée de ce que c'est l'épreuve. Vous lisez toutes les preuves, toutes les questions pour avoir une idée du thème qui est donné. Parce que les thèmes là qu'on a révisités, c'est un seul thème qui va venir. C'est ça le paradoxe de l'examen. Hein? Vous êtes là en train de réviser alors que Dieu seul sait qu'il y a un seul thème. M. Gueye le sait, mais il ne va pas vous le dire. C'est lui seul qui le sait, mais il ne va pas vous le dire. Voilà, non, c'est dit. C'est dit. C'est bon, on continue. C'est pour vous dire, hein. D'accord, il va vous dire. D'accord, maintenant, c'est pour vous dire, la méthodologie, c'est une question de méthode. Si vous avez la méthode, voilà, si vous avez la méthode c'est quoi? C'est la voie à suivre. Même si vous ne connaissez pas a priori le thème, connaissez la voie à suivre par rapport à n'importe quel thème. Si vous connaissez la voie à suivre pour faire la méthode, la dissertation, vous allez faire bien la dissertation. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques conseils par partie. L'introduction, développement, conclusion. Je commence par le commencement qui est, en tout cas, l'introduction. On vous dit que essayez de faire l'introduction en 3 parties. Mais du point de vue de la forme, ces 3 parties-là vont être séparées par un alinéa. Un alinéa, c'est un petit retrait par rapport à la marge, vous le connaissez bien sûr, parce que vous avez appris ça dans vos classes. C'est pour que, du point de vue de la forme, que l'introduction respecte ces 3 parties-là. Première partie, on amène le sujet. Deuxième partie, on fait la problématisation. Troisième partie, on annonce les 2 parties. Et je rappelle que, certainement dans la plupart des sujets, vous allez les traiter avec 2 parties seulement. La croissance, 2 points, nécessaire au développement. La croissance, 2 points, facteur de blocage au développement. Ou bien la croissance, un phénomène à plusieurs limites. Ce sont ces 2 parties-là qu'il faut annoncer dans l'introduction au niveau de la 3e partie. Mais pour la première partie, comment amener le sujet? Vous ne pouvez pas amener le sujet sans pour autant que le sujet soit là. Je donne un exemple. La croissance économique rime tel avec le développement durable. Vous avez 2 concepts. Croissance économique qui est étroitement liée au développement durable. Il faut amener ce sujet-là. Amener un sujet consiste à trouver un prétexte pour entrer dans le sujet. Maintenant, le prétexte peut être d'ordre général, d'ordre économique, d'ordre politique, etc. Les gars, évitez les formulations inutiles. Depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps,
On n'est pas en socio, on est en économie. Il faut se poser une seule question. Non, les élèves ont tendance à intérioriser des formulations inutiles. Depuis la révolution industrielle, on n'est pas en socio, on est en économie. Utilisez les termes économiques. Maintenant, pour bien amener le sujet, le seul conseil que je vous donne, si vous avez un sujet sur l'intégration, vous vous posez la question de savoir pourquoi l'intégration. Pourquoi l'intégration? Et la réponse à cette question, chacun de vous pourra donner une réponse par rapport à cette question-là. Si vous avez un sujet sur la croissance, pourquoi la croissance? Pourquoi la croissance? C'est pour améliorer les conditions de vie des populations. On dit dans la plupart des nations sous-développées, pour améliorer les conditions de vie des populations, ils font recours à la croissance économique. Le sujet est là. Donc, favorable au développement. Donc, le sujet est là. Si on vous donne un sujet sur l'intégration, posez la question de savoir pourquoi l'intégration. Pour réaliser un marché commun. Dans la plupart des nations, l'objectif est d'aller vers un marché commun. C'est pourquoi l'intégration devient incontournable par rapport au développement. Vous êtes dans le sujet. Donc, à chaque fois que vous voulez amener un sujet, on demande à ce que vous vous posiez vous-même une question sur pourquoi ce thème-là, pourquoi l'intégration, pourquoi le libre-échange, pourquoi les IDE, pourquoi les stratégies de développement. Et chacun de vous pourra donner la réponse. Et sa réponse sera, en tout cas le début de sa partie. Ce qu'il y a à éviter, c'est d'amener le sujet sans que, au niveau de la dernière partie, de cette première partie de l'introduction-là, que le correcteur puisse voir le sujet de façon explicite ou de façon implicite. Après cela, vous allez faire la deuxième partie qu'on appelle le deuxième alinéa, c'est ce qu'on appelle la problématisation. Problématiser, c'est l'art de poser une question. Vous ne pouvez pas problématiser sans pour autant que la question ne soit posée. Maintenant, la question est déjà posée parce qu'elle est venue sous la forme interrogative. Parce qu'autant avec lecticérisé, on avait une question sous la forme affirmative, l'élève doit reformuler sous la forme interrogative. Maintenant, on a facilité la tâche. On donne la question sous la forme interrogative. Vous allez reformuler la question sous la forme interrogative. Et avant de le faire, on conseille de donner la définition des termes. Il y a croissance économique et développement durable. Dans le sujet, on définit de façon très succincte le terme croissance économique accompagné de celui du développement durable et de faire une reformulation du sujet toujours sous la forme interrogative. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de dire au correcteur, je comprends le sujet. Parce que moi-même, j'ai essayé de reformuler le sujet sans pour autant changer la nature du sujet, autrement dit, le sens du sujet. Et dans la troisième partie qu'on appelle le troisième alinéa, comme vous avez fait la préparation au niveau de votre brouillon, vous savez que vous ne pouvez pas traiter ce sujet-là sans pour autant le faire en deux parties. Je dis souvent aussi à mes élèves, en matière de dissertation, tout ce qui doit être fait doit être dit. Ça veut dire quoi? Il y a des phrases de transition, il y a des conclusions partielles, il y a des phrases, des conclusions partielles. Ça veut dire tout ce que vous devez dire, tout ce que vous devez faire, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle, comme vous comptez faire la dissertation en deux parties, il faut le dire. C'est ça l'idée d'annonce au niveau de la troisième partie. Et comme il y avait précédemment dans la deuxième partie de l'introduction une reformulation du sujet sous la forme interrogative, il y a lieu de lire à votre correcteur pour répondre à cette interrogation. Il importe de voir que le libre-échange est facteur de croissance, grand 1, avant d'étaler les limites, grand 2. Donc, ce que vous devez faire dans votre développement, vous allez en tout cas le dire à votre correcteur. C'est la raison pour laquelle il y a lieu d'annoncer les deux grandes parties qui feront l'objet de rédaction dans le développement. C'est ce qu'il y a à faire dans l'introduction. Maintenant, du point de vue de la forme, après l'introduction, on demande à ce que l'élève puisse sauter une ligne et d'aller vers la ligne qui suit. Et les erreurs, je vous demande de ne pas mettre développement 2 points. Parce que développement 2 points, le correcteur saura que vous êtes en train de faire le développement. Il y a toujours une introduction, après un développement, après une conclusion. Donc au niveau du développement, il faut veiller à ces quelques principes-là que je vais vous donner très rapidement. On vous dit les parties et les sous-parties doivent être équilibrées. Autrement dit, il faut que l'élève puisse éviter toute disproportion notoire entre les parties et les sous-parties, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps qu'il faut pour faire exactement le grand 1 et de façon très bien et bâcler la deuxième partie en quelques lignes. Il faut éviter de le faire. Faites en sorte que les documents soient exploités.
Parce que tout à l'heure, j'ai dit dans la correction du correcteur, on lui dira vérifier est-ce que l'élève a exploité les documents. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on vous donne un sujet avec des documents qui sont en rapport avec le sujet. Donc il faut établir un tableau de bord dans lequel il faut mettre document 1, document 2, document 3. Le tableau de bord, les serrures, c'est dans le brouillon. Donc dans ce tableau de bord-là, ça va vous permettre de prendre les idées directrices, les idées générales en tout cas, des documents et de pouvoir les centrer dans les deux parties que vous allez faire. Donc on ne va pas en tout cas vous sanctionner sur le fait que vous n'avez pas exploité les documents. Ensuite, va suivre quoi? Va suivre la conclusion partielle pour chaque partie, les phrases de transition, l'exploitation des documents et l'argumentation en tant que telle. Donc c'est ça le développement. Maintenant, quand vous ferez le développement du grand 1, à la fin, on aura besoin d'une conclusion partielle, autrement dit d'une conclusion de cette partie-là, et cette conclusion partielle sera accompagnée d'une phrase de transition. Nous ne sommes pas des profs de français, mais on dit souvent à nos élèves, le français, pour bien en tout cas l'utiliser, il faut des connecteurs qui marquent que vous êtes en train de faire la conclusion, qui marquent que vous êtes en train de faire basculer à la deuxième partie, comme des expressions du genre cependant, toutefois, mais, etc., pour montrer que vous venez de terminer la première partie, mais vous êtes en train d'aller faire la deuxième partie sur les limites du libre-échange, sur les limites de l'intégration ou sur les limites de la croissance. Et en ce moment-là, quand vous ferez à la ligne grand 2, le correcteur va comprendre aisément que voilà un élève organisé, voilà un élève qui maîtrise sa méthodologie. Parce que il essaie de me faciliter ma tâche de correction. Mais quand vous écrivez de façon désorganisée, quand vous écrivez avec un stylo dont l'encre court, avec des ratures, etc., ça pose problème, ça prête le flanc au correcteur qui n'aura pas envie de vous corriger. Donc dans la deuxième partie va respecter les mêmes principes de la première partie. Et après cette deuxième partie-là, vous sautez une ligne pour aller vers la conclusion. Au niveau de la conclusion, à la différence de l'introduction, il n'y a que deux parties. La première partie, où le premier alinéa va consister à faire un résumé de ce que vous avez étudié, ou bien ce que vous avez résumé dans les deux grandes parties-là, et la deuxième partie, où le deuxième alinéa va nous permettre d'ouvrir en perspective. Parce que ce sont les philosophes qui le disent, hein, en matière de dissertation, les réponses suscitent de nouvelles questions. Et cette question-là doit assurer la continuité. Vous parlez de la croissance économique. Par exemple, la question de tout à l'heure de cet élève-là, sur la dette extérieure, et s'il n'existerait pas d'autres moyens. C'est une continuité. La dette extérieure est-elle facteur de croissance? Dette extérieure, un levier de développement. Dette extérieure, un levier à plusieurs limites. Mais dans la conclusion, on a besoin de se poser une question de savoir, est-ce que c'est le seul moyen pour que les pays en développement puissent aller vers le développement autocentré? Et vous vous posez juste la question. On ne vous demande pas de développer, on vous demande de poser une question qui assure la continuité du sujet. Je pense que M. Gueye est en train de me dire qu'il est l'heure, mais de façon ramassée, parce que ce sont les questions qui vont être beaucoup plus déterminantes. Si vous avez vraiment des questions par rapport à cette partie-là, le temps que les profs, en tout cas, complètent, vous pouvez en tout cas poser des questions après, pour qu'on puisse en tout cas terminer en beauté, quoi. L'argumentaire ne devrait pas poser de problème. Pourquoi? Parce qu'en philosophie, ou bien en français, on vous donne un sujet en vrac, il n'y a pas de document à l'appui. En économie, non seulement on vous donne des documents, ensuite il y a une première partie qu'on appelle travail préparatoire, comme son nom l'indique, qui prépare le candidat à faire la question d'argumentation. Parce que toutes les réponses du travail préparatoire, on peut les utiliser dans le corps du développement. La preuve, la première question toujours, quand on vous demande de définir les termes suivants. Parmi les termes qu'on vous demande de définir, il figure les termes clés du sujet, les termes techniques du sujet, pour montrer tout est lié. Maintenant, les calculs qu'on vous demandera de faire, on peut utiliser, si vous voulez, ces résultats dans le corps du développement pour étayer nos propos. Et le plus souvent, si le sujet, par exemple, porte sur le libre-échange, il y aura une question qui va parler de la thèse. On va vous dire en quoi le libre-échange peut favoriser la croissance. Là, la réponse, là, on peut l'utiliser au niveau de la première partie. Il y aura une question aussi, quelles sont les limites, par exemple, du libre-échange. Là, on va l'utiliser au niveau de la deuxième partie, pour montrer que tout est lié. Maintenant, avant, si vous voulez, d'attaquer la question d'argumentation,
il faut savoir tricher parfois. C'est-à-dire, il faut lire. Vous lisez le travail préparatoire, vous lisez le sujet. Supposons que le sujet porte sur le libre-échange. Le libre-échange favorise-t-il la croissance économique des PED? C'est à vous maintenant de mettre dans l'esprit que tous les documents qui seront soumis à notre analyse vont parler soit des avantages du libre-échange ou bien des inconvénients du libre-échange. Déjà, vous avez une idée des documents. C'est pourquoi je disais qu'il faut savoir tricher. Vous regardez le document 1. S'il s'agit d'un texte, vous lisez le texte et vous écrivez tout simplement les idées à côté. Si ça parle des avantages, vous parlez par exemple de quel avantage. Si ça parle en même temps des inconvénients, vous parlez des inconvénients. Vous regardez le document 2, vous faites la même chose. Et s'il s'agit d'un tableau statistique, vous regardez la tendance, par exemple, générale. Supposons dans le tableau, il y a le PIB. Comment le PIB a évolué? Maintenant, parfois, c'est un peu compliqué parce que ça augmente en dents de scie. Ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Dans ce cas, vous regardez la tendance générale. Vous jetez un coup d'œil sur la première année, sur la deuxième année. Et ensuite, vous regardez l'autre variable qui est dans le tableau. Supposons que dans le tableau, il y a le PIB, il y a la part des différents pays dans le commerce mondial. C'est à vous maintenant de faire la corrélation ou bien la relation entre ces données. Est-ce que ce sont les pays qui participent le plus dans le commerce mondial? Est-ce que ce sont ces pays qui ont le PIB le plus élevé? Si c'est le cas, la conclusion que l'on peut tirer dans ce document, c'est que l'ouverture internationale favorise la croissance économique des pays. Si c'est dans le cas contraire, on va dire que l'ouverture internationale constitue un frein à la croissance économique. Et le plus souvent, on peut déceler à la fois la thèse et l'antithèse au niveau, par exemple, des tableaux statistiques. Maintenant, après, on va entrer, comme l'a dit tout à l'heure Babou, dans la rédaction de la question d'argumentation. Un sujet, ce qui est valable en français, est valable en philosophie, est valable en économie. Après la lecture, vous allez souligner le ou bien les termes techniques. Ensuite, on va essayer maintenant d'amener le sujet. Et Babou l'a très bien expliqué. Pour amener le sujet, les gens nous leurrent pour dire partir du général pour en arriver au particulier. Ce qui est beaucoup plus facile. Il faut toujours amener le sujet par rapport aux termes techniques, en répondant à la question pourquoi. Supposons que le sujet porte sur la croissance et le développement. La croissance est nécessaire et suffisante au développement. Pourquoi la croissance? Pourquoi le développement? C'est pour améliorer les conditions de vie. On va dire pour améliorer les conditions de vie des populations et satisfaire leurs besoins, les pays auront comme priorité la croissance économique, voire le développement. C'est ça qu'on appelle amener le sujet. Supposons le sujet porte sur le PIB. Le PIB est-il pertinent pour mesurer la croissance économique du Sénégal? Pourquoi le PIB? Parce que simplement ça permet de mesurer les performances économiques et de faire des comparaisons. C'est pourquoi les économistes utilisent plusieurs sortes d'indicateurs tels que le PIB. C'est ça qu'on appelle amener le sujet. Toujours on amène le sujet en répondant à la question pourquoi. Maintenant, en réalité c'est l'accroche ou bien l'amorce qui pose beaucoup plus de problèmes aux candidats. Parce que le reste, définir, problématiser, annoncer le plan, ça ne devrait pas poser de problème. Mais l'introduction, les grands coureurs de jupons n'auront pas d'excuses pour introduire. Parce que introduction, c'est comme si vous rendez visite à votre copain ou bien à votre copine. Vous allez frapper à la porte, c'est ce qu'on appelle amener le sujet. Après, vous allez exposer l'objet de la visite, qu'on appelle poser le sujet. Après, vous allez simplement établir des démarches pour trouver une solution. C'est ce qu'on appelle le plan. Il n'y a que ces trois parties. Amener le sujet, poser le sujet, annoncer le plan. Et je dis souvent aux candidats que l'introduction est l'étape la plus importante de la prestation. Parce que c'est elle qui met en contact en premier le candidat et le correcteur supposé ignorant du sujet. C'est la raison pour laquelle il doit être sensible dès les premières lignes. Et pour terminer, après l'introduction, il y a le développement. Bah, vous l'avez très bien expliqué. La conclusion générale, si vous voulez, il n'y a que deux étapes en économie. Il y a d'abord ce qu'on appelle le bilan, ce que vous avez appelé le résumé. Et ce bilan, ce n'est rien d'autre que la conclusion partielle de la première partie et la conclusion partielle de la deuxième partie. C'est ça qui constitue la première partie de la conclusion. Mais il ne faut pas le faire de manière lapidaire. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire que la croissance est nécessaire au développement, mais il présente des limites. Là, ce n'est pas un résumé.
il faut entrer dans les détails. Ensuite, après le bilan, c'est l'ouverture. En économie, tout est lié. Si le sujet porte sur l'agriculture, pour ouvrir le sujet, on va faire appel à l'industrie. Si le sujet porte sur l'industrie, pour ouvrir le sujet, on va faire appel à l'agriculture. Si le sujet porte sur croissance, avantages, inconvénients, on va faire appel au développement durable. Si le sujet porte, si vous voulez, sur le libre-échange, on va faire appel au protectionnisme. Si ça porte sur le protectionnisme, on va faire appel au libre-échange. Si le sujet porte sur le libre-échange, avantages, inconvénients, pour les pays africains, pour ouvrir le sujet, on peut faire appel à l'intégration économique. Si le sujet porte sur la dette, sur l'aide, on va faire appel aux idées. Maintenant, si ça porte sur les investissements étrangers, on peut rester dans les idées, parce qu'en réalité, parmi les sources de financement externes, ce sont les idées qui constituent la source de financement externe la plus déterminante. Plus déterminante que l'aide, plus déterminante, si vous voulez, que la dette. Si le sujet porte sur l'intégration, on va rester dans l'intégration. Comment on doit faire maintenant pour réussir l'intégration? C'est à nous maintenant de lister ou bien de, si vous voulez, de donner des solutions en tant que telles.